Alors on commence. Mettez-vous en demi-cercle, les vigileux. Les vigilants? Les vigilants. Ça tourne. Ça tourne. Alors bienvenue à la 28e vigile mars 2011. Donc cette semaine, on va parler, on va faire un petit retour sur la campagne de mobilisation. Alors on s'est retrouvés après la vigile et puis on s'est rencontrés et puis on a échangé sur des affiches qu'on va éventuellement coller sur les murs de Montréal, un peu partout. J'ai des exemples ici qu'on va travailler dessus. Je ne sais pas si vous voulez les regarder. Je vais les passer aux gens. C'est des ébauches d'affiches qu'on va faire pour coller sur les murs. Oh, c'est bon. Ouais. Fait que vous pouvez les regarder, là, les passer. Tout ça. Je vais les montrer à la caméra. Je vais juste les montrer à la caméra. Tu connais? Ah ouais? OK. Tu es capable de tout faire en même temps. Donc, je vais tenir. Tu vas tenir? Tiens, regardez. Alors, Destituer Charest, grande manifestation du 29 octobre. Alors là, c'est les heures pour la manifestation organisée par Cap sur l'indépendance. Au carré d'Orchester. Au carré d'Orchester, à la place du Canada, qui va être rebaptisée la place de l'indépendance. Et puis en bas, là, il y a notre sigle. Nous sommes arrivés à ce qui commence avec l'adresse. Ça, c'est une ébauche. Ça, c'est une autre ébauche. Sortir le Parti libéral. L'indépendance, ça passe par là. Marche pour l'indépendance du Québec. Là, il y a encore le carré d'Orchester et les deux sigles, Cap sur l'indépendance et mars 2011 ici. Alors, il y a une belle photo. Et voilà la troisième. La troisième, la préservation de notre environnement. L'indépendance, ça passe par là. Marche pour l'indépendance du Québec, samedi 29 octobre 2011 à 14h, au carré de Dominion. C'est bien. Ça a plein de noms, hein? Le carré d'Orchester, carré Dominion, place du Canada, Banque TD. C'est tout le même. C'est toute la même chose. La place. Ouais. Ça, c'est Destituer Charest, grande manifestation, etc. Et puis, il y a le premier paragraphe de notre déclaration qu'on lit à tous les mois. Et puis, c'est ça, il y a le sigle ici, et puis les informations dans le bas. Avec l'adresse du site web de Cap sur l'indépendance et notre adresse du site web. Ah, et une autre. Le contrôle de nos ressources naturelles, l'indépendance, ça passe par là. Donc, la marche pour l'indépendance du Québec, samedi, le 29 2011, au carré Dominion, avec les deux sigles. Ça, c'est très bon. Donc ça, c'est des affiches. On continue à en discuter. Là, on va partir d'une campagne d'affichage. Et puis, bon, on est déjà en discussion là, de créer un genre de microcrédit et puis de se mettre ensemble pour cotiser, pour arriver avec environ 450 affiches à afficher. Donc, si les gens sur l'Internet ou s'il y a des gens qui sont ici présents, ça leur intéresse de participer pour des campagnes d'affichage, n'hésitez pas à nous écrire sur le courriel de mars 2011. info@mars2011.org. Et c'est ça aussi, je voulais encore annoncer un petit peu la vigile triptyque 2011 en collaboration avec la marche et le grand rassemblement Cap sur l'indépendance du 29 octobre 2011. Donc ça, c'est un événement que moi et Thierry, on a conçu et qu'on a proposé à Cap sur l'indépendance. Et puis Cap sur l'indépendance a accepté. Et puis à partir de là, c'est pas compliqué, c'est 3 dates. Alors, il y a samedi le 22 octobre à 14h au Champ de Mars, où là, on a invité les 22 organismes et les autres organismes non membres indépendantistes au Québec. Donc, tous les mouvements indépendantistes au Québec sont invités à y participer. Ce qu'on leur demande, c'est de choisir un représentant, 35 minutes, venir ici, expliquer un peu c'est quoi leur mouvement, leurs conclusions, où ils en sont rendus, etc. Et de nous exprimer un peu où ils en sont rendus par rapport à l'indépendance du Québec et tout. C'est vrai, le but, c'est vraiment que les organismes se connaissent physiquement, discutent un peu entre eux autres. Et à partir de là, on va, avec ce qu'on a de filmé, on va le mettre en capsule sur le site web de Cap sur l'indépendance pour annoncer le rassemblement et la grande marche. Et le 29 octobre, ben c'est ça c'est le grand rassemblement de Cap sur l'indépendance. C'est une grande marche qui a lieu, qui commence à la place du Canada, place d'Orchester, Toronto Dominion, le trône de Reine-Élisabeth.
Dans les Patriotes. Et là, ce qui se passe, c'est que ça part à 13h30, à 14h30, mais on attend les gens à 13h30. Donc la grande marche s'en va jusqu'à ici, donc ça passe. Ensuite, ça s'en va sur Sainte-Catherine. Il y a une marche qui s'en va jusqu'ici, qui s'en va sur cette rue-là, que je me souviens pas le nom, là. Vigée, qui est juste là. Et puis les gens vont arriver ici, et puis il va y avoir une scène ici. Et puis nous, on fait une genre de vigile minimale, c'est-à-dire que pour accueillir les marcheurs. Et donc, il va y avoir un grand rassemblement avec des allocutions et tout ça. Et tout le monde est invité, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui fait partie de la société québécoise, qu'il soit fédéraliste, indépendantiste, quoi que ce soit. N'importe qui veut un changement démocratique. Comme là, on s'en va à une manifestation du mouvement du 24 septembre, ben, tous ces gens-là sont invités à participer à cette marche-là. Juste d'être curieux puis de comprendre un peu c'est quoi le côté, comment que la démocratie peut changer par le biais de l'indépendance et pourquoi la démocratie au Québec est indissociable de l'indépendance. Et le 5 novembre, et bien là, après que nous ayons marché, que nous soyons connus, etc., le 5 novembre, qui est le samedi d'après, c'est encore ici, à 14h. Là, cette fois-ci, on a invité encore une fois tous les membres des 22 groupes, organismes, membres du réseau Cap sur l'indépendance et d'autres organismes souverainistes, indépendantistes, de venir ici et puis d'avoir un débat d'environ 2 heures et il y a une question qui est posée aux organismes, c'est comment contrer l'image de la fragmentation du mouvement indépendantiste. Donc ça va être une discussion et puis les gens qui ne peuvent pas se présenter, évidemment, ils peuvent offrir une déclaration de 500 mots environ. Ils peuvent l'envoyer au courriel qui est là, qui résume la position sur la question. Et même chose pour le 22, là, si les représentants ne peuvent pas être ici, ils ont jusqu'au 14 octobre pour envoyer un texte. Donc, ils envoient un texte par courriel et nous, ici, on va le lire. Donc ça, c'est la triptyque. C'est un événement qui est fait pour solidifier un peu cette assemblée-là et lui donner une petite couleur de plus. C'est organisé par Mars 2011 et si vous avez regardé les points de presse de Cap sur l'indépendance, on parle beaucoup de ça. Et ensuite, eh bien... Donc, là, je vais parler qu'aujourd'hui, le 8 octobre, au Stade olympique, 14h30, c'est-à-dire que, bon, il reste à peu près 15 minutes, mais nous, on va se rendre là un petit peu plus tard. Près de Pineuf et Sherbrooke, à la place des drapeaux, où il y a le Stade olympique. C'est une invitation de la part du mouvement du 24 septembre qui continue à exiger la démission de Jean Charest, qui continue à exiger une enquête publique pour la corruption et tout ça. Et c'est comme leur deuxième mobilisation en très peu de temps, là, à peu près une semaine, pour qu'on se retrouve tous près du stade. Et puis la marche est symbolique là-bas, c'est-à-dire que Claudine est venue la semaine passée, elle expliquait un peu c'était quoi. Alors nous, on se retrouve là-bas d'environ 1 heure. Et j'invite tout le monde à participer, qui sont ici, à participer à la marche. Et c'est pour ça aussi qu'on va peut-être un peu écourter la vigile, c'est-à-dire qu'on va dire des choses et tout ça, mais on va peut-être partir vers 3 heures, quelque chose comme ça. Alors, place à les discours. Est-ce que quelqu'un a des textes à lire ou des discours à prononcer? Ben là, moi, j'ai le même. C'est le même? Ben, c'est pas tout à fait le même. Tu peux le relire. C'est pas tout à fait le même, c'est parce que la dernière fois, je me rappelle que je l'avais lu de mémoire. OK. Et de mémoire, rendu à mon âge, j'en oublie des bouts. OK, Et vas-y. il y a quelque chose qui est... Mais je l'ai publié, ça, sur le site web. Ouais, mais c'était juste ça. OK. Il y avait une introduction et aujourd'hui, je voulais dénoncer quelque chose d'autre. Je voulais dire que tous ceux qui acceptent, Ton nom? mon nom c'est Denis Raté. Je suis membre du RRQ, je suis membre de la Société Saint-Jean-Baptiste, je suis membre de Montréal français. En tout cas, j'essaie d'être membre de plus d'affaires que je peux. Je voulais juste dénoncer, je voulais juste dire que tous ceux, consciemment ou non, qui acceptent de porter un drapeau du Canada dans les mains ou un insigne du Parti libéral contribuent au génocide québécois. C'est quelque chose qui est en train de se passer, puis on ne peut pas se fier malheureusement sur Louise Marchand ou Christine Saint-Pierre de l'Office de la langue française pour se sortir de la tête du sable. Je pense qu'ils ont peur de manquer de sable. Je pense que c'est ça leur problème. Le discours, c'était, depuis qu'on a des preuves du vol du référendum de 95, du vol
par la Gendarmerie royale du Canada de la liste des membres du Parti québécois, de l'infiltration du PQ par Claude Morin, un traître de plus à la nation à ajouter à la longue liste. Je ne parlerai pas ici de Carole Deveau et de son rôle dans le FLQ, la participation des services secrets canadiens à la guerre secrète contre l'indépendance du Québec, de la nuit des longs couteaux, de l'inaction de l'Office de la langue française face à l'anglicisation galopante de Montréal et de ses alentours. Et j'ai nommé Laval et Brossard, etc. Il y en a plus que ça. Il est de plus en plus difficile de nier le fait que la prise d'otage du Québec par le Canada s'est transformée en condamnation à mort pour le Québec. Et ce, sans appel ni possibilité de libération conditionnelle. Et la police municipale et provinciale, aux ordres de John James de Bogué Charette, fera tout pour nous empêcher de manifester. On l'a déjà vu en action contre le RRQ à Québec, cette belle grande ville qui baise les fesses de la monarchie anglaise. Je déclare que le politique, le Québec est un prisonnier politique. Libérons-nous. Et j'ai fini ça par un petit poème. Un petit poème anonyme que j'ai découvert en fouillant. Un poème qui a été découvert en 1837 dont on ignore l'origine. J'ai pris juste une strophe. C'est comme une prière. Ô toi, juge immortel, qui vois leur tyrannie, de tant d'iniquité, garantis ma patrie. Contre un joug despotique, approuve mes transports. Et toi, peuple opprimé, seconde mes efforts. Merci. Bravo. Bonjour, Thierry Vincent. Comme c'est une vigile un peu minimale et qu'il faut l'accélérer, je vais en profiter pour, comment je pourrais dire, faire une lecture de choses un peu plus générales et qui sont un peu les principes auxquels j'adhère personnellement. Donc, comme il a déjà été dit à la vigile, prenez ce qui vous tente et puis le reste, oubliez-le. Mais ça, ce sont des vigiles personnelles. Je vais commencer par la lecture d'un texte poétique d'un genre qui s'appelle la fantasy, écrit par un certain Charles Duhigg, qui est un auteur dont la mère était américaine, dont le père était hollandais, qui est né à Paris, et qui, la famille s'est sauvée à New York pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il a joint là les surréalistes, qui s'étaient tous réfugiés à New York. Alors, il a développé toutes sortes de choses et tout, il a développé une espèce de monde étrange en littérature, un peu comme Le Seigneur des Anneaux, mais en plus poétique. Et il y a un passage là-dedans que je trouve très important. J'ai déjà entendu ce genre de philosophie-là à toutes sortes de sources, mais je trouve que dans ce passage-là, c'est particulièrement clair et je trouve ça particulièrement inspirant. Alors, dans l'histoire, pour vous résumer en 3 lignes, le jeune héros va voir un sage et le sage lui parle parce que le jeune héros se demande, coudonc, est-ce que la vie va si mal que ça? Est-ce qu'il y a de l'espoir dans l'univers, dans le fond, ou est-ce que tout est de la marde, finalement? Là, on va résumer ça comme ça. La réponse du sage. Mon fils, il est une chose infiniment simple que les hommes profanes ne comprennent pas, et faute de la comprendre, ils se précipitent dans le malheur. Cette chose est la raison de la souffrance. Tu sais fort bien que si tu mets la main dans une flamme, tu te brûles et t'exposes à une vive et cuisante douleur. Et tu sais aussi, quand tu manipules un couteau, que tu dois faire attention et regarder à ce que tu fais, car sinon tu risques de te couper. Or, les pensées, mon fils, sont comme les choses. Il en est qui brûlent, certaines qui coupent, et d'autres qui empoisonnent. Mais les hommes profanes ignorent ceci, et s'imaginent qu'ils peuvent penser les choses les plus viles et les plus noires, sans que cela les affecte. Et telle est la raison de la mélancolie, de l'angoisse et du désespoir. Parce qu'il y a des pensées qui blessent l'âme comme des couteaux. Il y a des pensées qui l'empoisonnent. Et il y a des pensées qui la brûlent. Et cela est tout naturel, parce que la loi de l'Uran est la même partout. Et il n'y a point de différence entre celle qui gouverne l'esprit et celle qui gouverne le corps. Et cette loi produit les mêmes résultats. L'homme sage qui pense ce que l'Uran lui ordonne de penser a l'esprit sain, comme celui qui soigne son corps a le corps sain. Et il n'y a point de différence. Mais l'homme qui pense continuellement à des choses mauvaises est comme celui qui mange des champignons vénéneux ou de la viande pourrie, et son âme devient malade.
donc c'était tiré de Néfer, roman de Charles Louis. Ça, c'est un principe qui m'est personnel, qu'il faut faire attention il faut faire attention au genre de pensée qu'on peut avoir, aux choses de genre, c'est-à-dire qu'on peut penser à n'importe quoi et n'importe comment, mais pas de n'importe quelle manière, et pas se complaire dans une sorte de cadre, une sorte de pensée. On finit par être affecté par ça, on finit par s'autoconditionner au malheur, au défaitisme, à l'horreur, au désespoir et aux choses du genre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par la pensée, et il y a un immense terrain qui se dresse devant nous. Au niveau de l'action physique, oui, il y a des choses. Au niveau de l'action sociale, oui, il y a des choses. Mais au niveau de l'imagination, au niveau de la conception du réel qu'on a, il y a énormément de travail à faire. On peut dire qu'on a presque un territoire vierge à explorer de ce côté-là au Québec. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est un principe auquel je crois et qui m'est cher. Autre principe, dans la vie, à un moment donné, on peut choisir entre deux tendances opposées qui sont simplifiées à l'extrême ou complexifiées à l'extrême. Pour ma part, je suis pour la complexification à l'extrême, pour la simple raison que plus on simplifie, plus on dilue, plus on tombe dans le néant. Et on est beaucoup plus proche du néant qu'on pense. Je pense qu'il faut, et c'est de ça que je sortais mon principe selon lequel il faut le plus de langues possible sur Terre, il faut le plus possible complexifier la pensée humaine, complexifier notre façon de voir, subtiliser la manière de voir les choses. Plus on simplifie les choses, parce qu'il faut faire la différence aussi entre épurer la pensée et simplifier la pensée. Plus on simplifie, plus on uniformise, plus on grossit, plus on caricature, plus on tombe dans la robotisation, un principe, encore une fois, que je déteste. Donc je préfère de beaucoup aller vers la complexification, aller vers l'acception des différences, aller vers toutes ces choses-là, et accepter et intégrer le plus de différences possible. Et l'uniformisation à outrance, ça finit par un monde que certain George Orwell a décrit, le monde de 1984. C'est pour ça, troisième principe, que je considère que toute culture est nécessaire. Il n'y a pas de culture mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est le principe qu'une culture peut en écraser d'autres. Quatrième principe, ça vient de mon père qui était scout, comme Réal l'était, et ça c'est le signe scout. Et ça, je me rappelle plus, c'est probité, ça c'est trois principes, mais c'est ça qui me touche beaucoup, le pouce par-dessus l'index. Ça veut dire le fort protège le faible. Pour moi, et ça je l'ai dit il y a 10 ans déjà dans un autre cadre, ça c'est le principe pour moi de la civilisation. Le fort protège le faible, c'est la civilisation. Le fort tape sur le faible, c'est la barbarie. Il faut toujours mesurer ses actions à cette aune-là. Selon moi, protéger les plus faibles que soi. Cinquième, et c'est ça, oui, c'est ça, voilà, je l'ai. Le cinquième principe, le devoir de tout prisonnier, c'est de s'évader. Tout prisonnier, toute personne qui est en état de faiblesse a le devoir moral, humain, de sortir de sa prison, de sortir de sa cage. Ne serait-ce que pour ça, le Québec doit s'émanciper et doit combattre le bon ennemi. Taper sur les plus faibles que soi, pour moi, c'est un principe de barbarie. Visons les ennemis plus puissants, plus forts. Commençons à viser les banques aussi que derrière Charest. Commençons à regarder qui a intérêt à ce que la situation perdure telle qu'elle est en ce moment. Et c'est eux qu'il faut viser, et c'est eux qu'il faut attaquer. Et fesser fort dessus. Plus ils sont forts, plus on a le droit de fesser dessus fort, évidemment. Et allons-y. Sixième principe. Ce à quoi on s'attaque, ce doit jamais être l'individu. Chaque individu est différent, chaque individu est tissé toutes sortes de principes et tout. Il faut s'attaquer, on fait deux attaques à deux niveaux. Plus petit que l'individu et plus grand que l'individu. Chez des individus, il y a des attitudes qu'on peut attaquer. Attaquons ces attitudes-là. Un individu appartient à une espèce d'organisme ou d'organisation. Attaquons l'organisation en tant qu'organisation. L'individu pour l'individu, cibler un individu en disant cet individu-là est purement mauvais, pour moi ça ne me parle pas personnellement. Il y a des attitudes mauvaises, il y a des pensées mauvaises chez des individus. Essayons de démonter ces pensées-là chez l'individu. Un individu participe à un mouvement qui est mauvais en général, attaquons le mouvement lui-même. Le septième principe, je finis bientôt. Comment est-ce qu'on combat, justement, et qu'on démonte les attitudes d'un individu? Bien, tout simplement en devenant plus complexe que lui intellectuellement, en devenant plus subtil, en étant capable d'encadrer sa pensée, de la démonter, de la déconnecter. Et puis, donc il faut réussir à intégrer les arguments de l'autre, à les noyer dans une argumentation plus riche, plus complexe, et puis les démontrer, regarde, là ça marche pas à tel point, ça marche pas à tel point. Il y a tout un travail intellectuel et de combat intellectuel là pour amener nos adversaires à un point où ils n'ont plus d'arguments. Et il faut
faut nous-mêmes faire l'autocritique pour se dire, bon, est-ce que notre argumentation est juste, et la remettre en question sans arrêt, mais toujours démonter l'argumentation de l'adversaire. Et personnellement, en tout cas, je cherche, encore une fois, j'ai lancé l'abeille il y a quelques semaines, s'il y a un fédéraliste qui est convaincu et convaincant, je l'invite à venir nous voir. S'il est trop gêné de se présenter comme fédéraliste, qu'il vienne discrètement écouter, qu'il me tape sur l'épaule, puis qu'on aille discuter après, si c'est ça la question, et qui essaye de me convaincre que le fédéralisme est une bonne chose. J'attends depuis à peu près 40 ans de vie consciente qu'un fédéraliste ait une pensée articulée, qui puisse nous prouver que ça a été une maudite bonne chose que le peuple québécois ait été conquis par les Anglais et qu'on soit contrôlé et déconnecté dans notre culture et tout ça par le pouvoir anglais. Si quelqu'un réussit à me démontrer ça, tant mieux. Mais pour le moment, j'ai eu aucune preuve que c'était une bonne chose. Le 8e principe aussi, il y a différentes formes de lutte physique qui existent. Selon moi, mais encore une fois, on peut discuter sur ce point-là, c'est le pacifisme. Et le pacifisme ne doit pas être vu, surtout pas, comme rentrer chez soi et ne pas se battre et refuser de se battre. Le pacifisme, c'est se battre. C'est se battre sans armes. C'est toute la différence. Et c'est se battre d'une manière beaucoup plus militaire et beaucoup plus stratégique que le simple combat militaire. Quand un Chinois sur la place Tiananmen se plante devant les chars d'assaut, c'est une attaque pacifiste. Quand les maires russes disent aux jeunes conducteurs de chars d'assaut russes qui veulent essayer de rétablir le système communiste en 91, allez-vous tirer sur vos maires, et que les conducteurs disent non, on ne tirera pas sur nos maires, ces maires-là, c'est du pacifisme et c'est une attaque. Elles se sont dressées aussi devant les chars d'assaut. Le pacifisme est une forme hautement évoluée de combat. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Le militarisme est une forme un peu moins achevée. Ensuite, il y a la guérilla. Ensuite, il y a le terrorisme. Ensuite, il y a les actions. Ensuite, il y a on va négocier dans l'illégalité, mais on fera rien de plus. Et ensuite, il y a la soumission. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que la dernière bataille militaire qu'on a eue, c'était autour de 1760. La dernière guerre de guérilla qu'on a eue, c'était autour de 1838. Les dernières actions terroristes qu'on a eues, c'était autour de 1970. Là, on est rendu aux actions. Je pense que c'est un énorme travail à faire, qu'il faut essayer de remonter jusqu'au niveau du pacifisme et mener une bataille et une guerre pacifique. Et ça amène un autre point aussi que j'amène tout de suite. Il y a quelque chose de très clair. Il va y avoir une confrontation frontale entre les pensées extrémistes qui sont au Québec, qui sont d'un côté le conservatisme à la Harper et de l'autre côté la sauvegarde du français et de la culture québécoise. Moins il va y avoir de monde dans cette lutte-là du côté du Québec, plus la guerre va être sale. Plus il va y avoir de monde dans cette guerre-là, et plus ça va être la population du Québec d'un seul tenant qui va se lever, qui va réagir, plus ça va pouvoir se faire en signant des papiers, en négociant, et avec des bras de fer qui vont se faire dans des bureaux. Plus les gens démissionnent, plus ça va nous péter dans la face. Et ça, il faut que les gens soient conscients de ça. En tout cas, encore une fois, c'est ma conviction. Dernier point, si j'en ai un dernier, oui. C'est ça, les principes les plus absolus, c'est les plus simples à énoncer, les plus épurés, mais c'est les plus durs à suivre. Il y a quelque chose, on a dit qu'on avait rejeté la religion catholique au Québec et qu'il y a 100 ans, on identifiait beaucoup la culture québécoise à la religion catholique. Et là, on est en train de dire, bon, on a laissé tomber la religion catholique, il n'y avait pas de problème. Et bon, si on a laissé tomber la religion catholique, pourquoi le français ferait partie de l'identité québécoise? On pourrait laisser tomber ça aussi. Après tout, les Australiens parlent anglais comme les Britanniques, les Américains parlent anglais comme les Britanniques. Bon, ça n'a aucun rapport. Les Australiens étaient des Britanniques au départ, les Américains aussi étaient des Britanniques au départ. Nous étions des Français au départ. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle le catholicisme ne fait plus partie de l'identité québécoise. Je suis d'accord avec le fait qu'on a subi une théocratie pendant 140 ans à peu près, que l'Église et le Vatican et les ultramontains, donc de l'autre côté des Alpes, qui venaient directement d'Italie pour contrôler le Québec, ont imposé une espèce de dictature de la pensée ici au Québec. Est-ce que ça veut dire pour autant que toutes les valeurs qui viennent de la chrétienté, qui sont celles de l'Occident, sont à balayer? Est-ce que le principe, si on épure le message chrétien au maximum et qu'on arrive à aimer-vous les uns les autres,
Est-ce qu'on a rejeté ça du revers de la main et on dit non, ça c'était pas bon, on rejette ça? Et je pense qu'il faut faire la part des choses et il est temps d'en revenir aussi. Il faut faire la part des choses entre le rejet en bloc de la culture chrétienne et de ce que ça a pu apporter de bon et de mauvais et avec ce dont on est les héritiers et se dire, et c'est pas le rejet d'une théocratie, le rejet d'une espèce de contrôle par en haut du système catholique, ça veut pas dire le rejet de la spiritualité, ça veut pas dire le rejet de principes sociaux qui pouvaient être énoncés par quelqu'un comme Jésus-Christ ou par plein d'autres à travers les âges. Je veux dire, on est quand même tributaire d'une culture qui, au Moyen-Âge, était conservée par des moines. Je veux dire, il y a quand même un ménage à faire là. Je sens qu'il y a une espèce de rejet en bloc. Je comprends le traumatisme, là. Je comprends que dans les années 60, l'Église a été jetée aux poubelles, mais il y a comme une espèce de ménage à faire entre... Ouais, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain? Est-ce que toute la culture occidentale doit être jetée aux poubelles? Bon, c'est un peu la question que je pose. Donc, ce que je dis, c'est non, les principes chrétiens font encore partie, et c'est pas une question non plus de rejeter les cultures musulmanes, ou les cultures judaïques, ou les cultures hindouistes, ou les cultures bouddhistes, ou n'importe quelle culture. Et toutes ces choses-là, de toute façon, c'est encore un principe personnel. Tout ça, ce sont de petits chemins à tâtons dans le noir vers quelque chose qu'on peut pas nommer. Et cette espèce de quête-là, ben, il faut accepter que d'autres suivent d'autres chemins, et puis chacun suit son chemin. Et ça veut pas dire qu'il faut devenir chrétien ou catholique, c'est juste dire, arrêtons de dire qu'on coupe dans notre culture, d'accepter de dire « Ah, on a tout rejeté, il ne nous reste plus rien de toute la culture qui a existé au 20e siècle, au niveau chrétien, au niveau religieux, au niveau spirituel, au niveau occidental, au niveau de tout ça. » On peut balancer la langue française aussi, on peut tout balancer. C'est pas vrai, ce truc-là. C'est pas vrai que ça aussi, ça fait partie du morcellement de la pensée au Québec, de dire OK, l'Église fait plus partie de nous, on a plus ça dans l'identité. Bon, on peut rejeter le français maintenant. Bon, on peut rejeter. On va couper jusqu'où? Et encore une fois, on va vers plus on simplifie, plus on morcelle, plus on tombe dans le néant. Merci, je pense que j'ai assez parlé. Merci. Quelqu'un d'autre aimerait parler? Bon, ben c'est la parole libre, alors si quelqu'un veut jaser de quoi que ce soit, ils sont les bienvenus. Quelqu'un aimerait discuter de quelque chose en particulier, un sujet d'actualité, quelque chose? Non? Ben, si tu veux, ben moi je peux bien dire quelque chose. Là, ce que je réalise en ce moment avec la situation politique et tout ça, et avec ce qui se passe là, un peu au niveau de l'indignation, ce que je sens, c'est qu'il y a un paquet de nouveaux petits mouvements qui partent. Des mouvements d'occupation, des mouvements citoyens. Et puis, je trouve ça bien parce que, comme Thierry me disait quand je discutais avec, les gens font école, les gens apprennent vers où ils s'en vont, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas. Ils sont en train d'apprendre finalement c'est quoi militer, puis c'est quoi occuper un territoire, puis ça, je trouve ça fantastique. Là. Donc, là, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'unité, puis il y a des gens qui prônent la genre de non-partisanerie puriste, où t'as pas d'allégeance, t'as pas d'opinion, t'as pas rien, t'es juste un citoyen et tu milites et dans le seul but de s'unir. Et puis ça, tu sais, moi je crois pas à ça. Tout ce que je veux dire, c'est que une vraie unification, c'est un paquet de gens qui croient en des choses, qui ont des forces de conviction, qui ont réfléchi à comment ils se positionnent dans la démocratie, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme avenir, et qui s'unissent tous dans un but commun. Pas des gens qui prônent l'amnésie collective, là, qui disent d'oublier tout ce qui s'est fait et on repart à zéro et on se bat contre le capitalisme mondial. Je trouve que non. Je trouve qu'il y a des gens qui ont travaillé fort depuis longtemps, qui se sont battus depuis longtemps et qu'il ne faut jamais les oublier. Et c'est à peu près ça que j'ai à dire là, concernant ça. Je voudrais parler aussi de ce que la conférence de presse du 5 octobre avec les députés indépendants qui ont parlé de quelque chose de très sérieux qui se passe au Québec. Il y a une entente qui va être signée à huis clos avant le mois de décembre avec l'Europe, une association économique avec l'Europe. Et puis ça, il faut vraiment y porter attention. Je sais qu'il y a un flou médiatique concernant les coupures budgétaires, concernant la corruption au gouvernement et tout ça, mais
Ça, ce que ça va faire, c'est comme la suite de l'ASLEA, la suite du NAFTA, la suite de l'accord du libre-échange. Et c'est très dangereux et inquiétant parce qu'on n'est pas trop au courant de ce qu'il y a dans ce document-là. Et ça, Jean Charest a promis qu'il allait signer ce document-là au mois de décembre. Alors, peut-être que toutes ces histoires de corruption-là, ces commissions d'enquête publique, toutes ces choses-là, c'est une diversion, si on veut, pour pas qu'on s'occupe de ça, qui est, à mon avis, la survie pure et simple du peuple québécois, parce qu'il y a des clauses concernant la culture, on parle d'uniformer la culture, on parle de mondialiser la culture, on parle de mondialiser les ressources, de faire en sorte que toutes les ressources au Québec, que n'importe quel investisseur peut venir prendre toutes les ressources, toutes les propriétés. Et puis bon, peut-être que je m'avance un peu trop, mais je vous demanderai de jeter un coup d'œil là-dessus, de suivre ça avec beaucoup d'attention. Parce que ce ne sera pas quelque chose qui va ce sera pas quelque chose, je crois, qui va être à tous les soirs dans les médias, à TVA et tout ça, et puis ça va passer en sourdine, et puis c'est très important qu'on porte attention à ça. Parce que la première chose qui va arriver au mois de janvier, on va se réveiller, on va s'apercevoir que le Québec ne nous appartient plus, que ça appartient à des grandes entreprises, et puis qu'il n'y a plus rien à faire, il y a des lois qui ont été signées, et puis que si on se met à se battre pour ça, ben ça va être une genre de guerre civile, là, ou en tout cas, il va falloir faire très attention à ça. Alors moi, je lance l'appel à tout le monde qui milite et puis qui sont curieux de l'actualité, de porter surtout attention à cette situation-là. Pour enchérir sur ce que Charles Amel a dit dans la première partie de son discours, c'est tout le jeu entre l'individualisme et le collectivisme. C'est bien qu'on ait développé le rapport à l'individualisme depuis quelques années et que les gens aient appris à se, comment je pourrais dire, à s'exprimer eux-mêmes et à regarder en eux-mêmes qui ils sont vraiment, quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses et tout ça. Je pense qu'il faut tabler là-dessus. Charles Amel parlait du fait qu'il y a plein de groupes qui poussent un peu partout et ces groupes-là disent « Ah mon Dieu, je me réveille, je vais me révolter, je vais faire quelque chose, j'ai une solution, je vais y aller ». Et les groupes un peu plus anciens, qui n'ont que quelques mois, certaines plus anciens, les regardent aller et disent « Mon Dieu, ils en sont là, ben oui ». Il y a des groupes qui ont 6 mois de plus que d'autres, puis des pensées d'autres qui ont 2 ans de plus que d'autres, d'autres qui ont 20 ans de plus que d'autres. C'est sûr que les groupes plus anciens ont une réflexion un peu plus subtile, un peu plus travaillée, tout ça, que les jeunes groupes qui s'éveillent. Et c'est important que les jeunes groupes s'éveillent, se développent tout seuls et expriment leurs émotions, si on veut, dans leur coin tout seuls, pour se définir. Et je pense que au niveau individuel aussi, c'est très important cette espèce de démarche d'éclater, de se définir, de dire moi j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, ça je suis fort là-dedans, ça je suis bon là-dedans, c'est ça que je veux changer. Ça c'est la première étape. L'étape 2, c'est le collectivisme. C'est que tout individu ne doit pas se mouler au collectif et à l'ensemble. Il doit trouver sa place dans une espèce de casse-tête, dans une espèce de mécanisme. Il doit voir qu'il est un rouage qui va consciemment et qui participe consciemment de quelque chose. Il doit voir l'espèce d'ensemble et dire tiens, ma place à moi et mon rôle est là. C'est là que je vais être utile, c'est là que je vais jouer un rôle et c'est là que je vais jouer quelque chose. Et les rouages les plus visibles ne sont pas nécessairement les plus utiles et les rouages les plus gros ne sont pas nécessairement les plus efficaces. Des fois, une mécanique repose sur un tout petit rouage qui fait un tout petit truc dans son coin et qui est très important. Des fois, le fait qu'il y ait 10 000 rouages à peu près semblables qui font une petite job quotidienne est essentiel à ce que le mécanisme général fonctionne. Donc, je pense que moi, je vois ça en 2 étapes. D'abord, individualisme, se développer en tant qu'individu, s'exprimer, rentrer en soi-même dans un premier temps et dire qui je suis, c'est quoi ma place, c'est quoi ma vision des choses, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je trouve important. Et ensuite, commencer à regarder ce que les autres disent, ce qu'ils font, et ensuite regarder l'ensemble et trouver sa place dans l'ensemble et essayer d'être efficace dans cet ensemble-là. Enfin, c'est un peu ça va un peu dans le sens des principes que j'énonçais tout à l'heure, mais bon, je pense que ça complète un petit peu ce que Charles Amel disait. Il opine hors champ, donc nous sommes d'accord. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Personne d'autre? OK.
OK, donc nous, on s'en va à la manifestation du mouvement du 24 septembre. On s'en va les rejoindre au Stade olympique. Alors là, habituellement, je lis la déclaration. Est-ce que quelqu'un a un iPhone avec la déclaration? Oh! On a monsieur. Oh! Merci. Tant mieux, parce que je ne l'avais pas. Alors, je vais la faire lire à quelqu'un qui ne l'a pas dévalu et qui s'est prononcé. Monsieur Lepage, est-ce que vous pouvez la lire? La déclaration mars 2011, parce qu'on ferme la vigile, à moins que vous aviez quelque chose à dire. Voulez-vous dire quelque chose? Il n'y avait pas à dire, ouais. Ben, allez-y, allez-y. C'est le moment. On est là, c'est juste à tête. Présentez-vous. Bonjour, André Lepage, Saint-Hubert. J'ai écouté sur YouTube une vidéo, une interview avec Mme Bazot et l'ex-premier ministre Jacques Parizeau. Puis j'ai bien aimé cette interview-là. Puis à une question posée à M. Parizeau, Mme Bazot a demandé une question, puis M. Parizeau de répondre que ce qui manque au Québec, c'est l'enthousiasme en politique et en général. Puis après ça, elle a demandé que l'enthousiasme, comment c'est que le monde peut avoir de l'enthousiasme. C'est important, hein? Oui. Puis, il a répondu aussi, il dit parce que c'est chansonnier. Et des gens pourraient donner le goût de régler des problèmes en faisant une image de nos projets. Là, qu'est-ce que je vois, moi aussi, des projets, on pourrait en avoir beaucoup, hein? Puis, en particulier encore sur Internet, il parle du Trans-Québec, un monorail. Ouais. On pourrait relier au coût, je sais que il y a des coûts à ça, mais c'est faisable, puis ça serait fait au Québec, ça serait 100%. Regardez-vous, ça pourrait donner de l'enthousiasme. Il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres choses. Une autre semaine, je vous emmènerai des projets que j'ai en tête. L'important, c'est que les gens qui en parlent, qui parlent de ça, c'est qu'il faut croire à nos projets. Croire que pour faire l'indépendance du Québec, nous devrions arriver avec des progrès semblables. Alors, une autre question sur l'État. Je pense que répondu, le rôle de l'État est de défendre son monde. Ça veut tout dire, tu sais, le gouvernement est là, supposé d'être là pour la population et non pour les petits amis. Merci bien. Faire un court lien entre ce que M. Lepage vient de dire et ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fort protège le faible. C'est civilisation. Le fort attaque le faible par balle. Je pense qu'il faut rester aussi à ces principes-là qui sont très importants. Merci M. Lepage. Puis oui, moi aussi, je vais apporter des projets. On discutera de projets. C'est très important. Hein? Oui, c'est important. Merci. OK. Donc, je vais lire la déclaration. Et puis c'est ça, on va clôturer la vigile de cette semaine. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire. Les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques.
le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. La vérité